Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé chez SPAC, pour un exercice de décryptage économique. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Nous sommes le 26 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et tiens, on parle d'agence de notation avec vous ce soir, Michel. C'est la saison pour en parler. C'est quoi une agence de notation, Michel ? Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a à peu près 130 agences de notation dans le monde, mais bien sûr, on connaît les trois plus grandes, c'est-à-dire Fitch, Moody's et Standard & Poor's, et qui détiennent à elles seules à peu près 90% du marché de la notation. Donc, en ce sens, c'est pour ça que on les connaît très bien. Et en fait, afin de desserrer cette mainmise, cet oligopole, comme on l'appelle en économie, eh bien, la BCE a récemment, c'est-à-dire en novembre 2023, agréé une agence européenne qui s'appelle Scope Ratings, qui d'ailleurs dont le siège est à Berlin. Et donc, du coup, ce qu'il faut voir, c'est que parmi ces 130, première des choses, il y en a très peu qui notent les souverains. Les souverains. D'accord. Donc, bien sûr, on entend les trois plus grandes. Alors, ceci dit, c'est quoi ? C'est que, première des choses, c'est que quand on prête, on a un risque. Et donc, ce risque a un prix qu'on appelle prime de risque. Et l'idée que cette prime de risque va s'ajouter aux taux d'intérêt, on va dire, qui sont appliqués. Et donc, une agence de notation, son rôle et sa mission, c'est d'abord, c'est une entreprise privée, ce qu'il faut bien voir, qui va estimer la capacité d'un émetteur, aussi bien un État, une entreprise publique ou privée, ça peut être une ville éventuellement, à rembourser sa dette. Donc, en quelque sorte, elle évalue de manière synthétique et statistique sa solvabilité, et donc, dans une certaine mesure, elle évalue cette prime de risque. Et qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que plus cette note est élevée, et plus la probabilité de faire faillite est faible. D'accord. Mais ce qui est très important par rapport aux analystes financiers, c'est que s'il ne s'agit pas d'une recommandation, dans la mesure où c'est ni de recommandation d'achat, ni de vente. Et donc, devant cette impartialité, en fait, on s'aperçoit que ces agences de notation, et notamment leurs notations, sont des marqueurs de marché et donc sont fait des références. Et donc, dans une certaine mesure, on peut dire que les agences de notation sont des acteurs indirects de l'avenir de certains acteurs économiques. Qu'est-ce qui détermine la notation formalisée par ces agences, Michel ? Alors, première des choses, c'est que la notation financière n'est pas l'application ou des formules mathématiques comme ceci, etc. C'est une forme de prévision dont la pertinence va dépendre, en fait, de la situation conjoncturelle. Et donc, si on prend par exemple une entreprise, elle va s'appuyer sur des caractéristiques financières et économique. Et première des choses, elle va s'attacher à avoir des paramètres quantitatifs. Ça va être le bilan, ça va être la capacité, de générer des revenus, ça va être également la rentabilité financière. Et elle va comparer ces paramètres avec d'autres acteurs comparables du secteur. Les pairs, voilà, exactement. Ouais. Par contre, pour un État, ça va être le PIB, ça va être l'inflation, ça va être l'endettement public, ça va être d'autres paramètres macroéconomiques. Et puis également, il va y avoir des facteurs qualitatifs, notamment c'est la qualité de la gouvernance, on va dire aussi la responsabilité sociale de l'entreprise, etc., etc. Et pour les États, ça va être la crédibilité des politiques engagées et surtout la soutenabilité et bien sûr la stratégie à venir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en plus, parce que nous sommes dans des États souverains, eh bien, il y a des paramètres plus globaux. Par exemple, on va dire les tensions sociales éventuelles. C'est lorsque on a parlé notamment de la France il y a quelques mois, eh bien, on a pris en place, on va dire, c'est, les tensions qui pouvaient juger sur le financement des retraites. Dans quelle mesure ces notations sont-elles fiables ? Ou autrement dit, est-ce que ces notations sont faillibles dans une certaine mesure, Michel ? C'est ça le fait, c'est que ces notations, d'abord, elles ne sont pas infaillible. Oui, c'est ça. Dans la mesure, oui, dans la mesure où, première des choses, elle varie au cours du temps, et c'est surtout qu'elle s'appuie sur, on va dire, des évaluations humaines, donc qui sont soumises, on va dire, à des, variations et surtout des erreurs. La première erreur, la plus remarquable, c'était il y a à peu près 15 ans. Eh bien, lorsqu'elles ont appris
apprécié la situation de Lehman Brothers, elles ont considéré que cette banque était si grande que l'État ne pouvait pas ne pas soutenir cette banque systémique que j'ai utilisée. Et en fait, elles se sont ratées, entre guillemets, et c'est ça qui fait que on peut dire que c'est pas systématiquement quelque chose de rationnel. C'est sûr qu'il y a eu une décision prise au niveau notamment du Trésor américain sur Lehman qui effectivement a complètement balayé la notation, enfin les arguments que les agences pouvaient avoir sur la notation de Lehman Brothers. Qu'est-ce que ça change d'être dégradé? Alors, je rappelle, il y a un système de notation et souvent on attache également des perspectives aux notations. Donc on peut soit réévaluer la perspective qui est attachée à la notation, soit la notation elle-même. Qu'est-ce que ça change dans le cadre d'un État souverain, en l'occurrence, Michel? Alors, de manière générale, l'abaissement d'une notation et on va dire des perspectives, si vraiment elles sont négatives, va se caractériser par une remontée des taux d'intérêt. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est pas réglementaire, c'est en fait une relation de cause à effet. Ce qui peut être logique dans la mesure où le prêteur peut se dire, bah, tiens, je cours un risque, donc ça serait bien de pouvoir rentabiliser, on va dire, Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va poser des problèmes pour le financement des politiques publiques, ça va être aussi la capacité à assainir les finances publiques également, et puis surtout à mener ces stratégies. Dans une certaine mesure, une dégradation amène aussi, je dirais, une perte de souveraineté, puisque je suis totalement dépendant des extérieurs, puisque, par exemple, dans le cas de la France, à peu près, il y a à peu près 55 à 60% de la dette qui est achetée par le reste du monde. Oui, par l'étranger. Et donc, c'est pour cela que, dans une certaine mesure, eh bien, les agences de notation sont souvent accusées de contribuer à détériorer la situation qui était déjà pas terrible. C'est procyclique, comme voilà, on dit. Exactement. Eh oui. Je n'osais pas trop le dire, mais tout à fait. On a le droit, quand même, Michel. Oui, et tout à fait. Et on s'en souvient, hein, l'engrenage crise souveraine, pour ceux qui la suivaient de près, c'était vraiment, effectivement, ce côté procyclique. Tout à fait. Et ça a été trop rapide. Oui, ça a été rapide. Et la Grèce est devenue très spéculative. Justement, là, quand on est dans le registre des critiques qu'on peut émettre sur le fonctionnement de ces agences, quelles sont les critiques qui vous paraissent pertinentes, légitimes, rationnelles, Michel? Alors, c'est ce qu'il faut. Il y a deux grandes critiques. D'abord, premièrement, un conflit d'intérêts, dans la mesure où le modèle économique qu'elle développe, c'est-à-dire que c'est le principe de l'émetteur-payeur, on va dire, dans la mesure où, eh bien, faut pas oublier que l'émetteur, c'est son client, et donc, d'un certain côté, on n'ose pas trop être trop, on va dire, terrible dans la notation, et donc, on fait attention. Donc, c'est peut-être un problème de conflit d'intérêts. Et puis, deuxième chose aussi, c'est la pertinence des notations, qui, en matière d'évaluation du risque souverain, par exemple, en 2011, les États-Unis, alors que Standard & Poor's les avait dépréciés, eh bien, les États-Unis ont dit non, je suis pas d'accord, vous faites de mauvais calculs. Et en fait, tout le monde n'avait pas pris les mêmes bases je dirais, de calcul en quelque sorte. Et en même temps, et surtout, c'est le fait qu'elles n'ont pas su anticiper, on va dire, les dégradations de certains émetteurs. C'est le cas de la crise asiatique, c'est le cas de Enron, c'est le cas des subprimes. Et faut pas oublier, pour l'anecdote, que quelques semaines avant je dirais, la faillite de Vivendi Universal, elle était estampillée AAA. Et donc, c'est ça qui pose problème. Je précise, sous votre contrôle, Michel, mais les souverains ne payent pas pour être notés. Non, tout à fait. Ce qui est quand même une grande différence par rapport à des émetteurs privés. Et pour revenir à Lehman, je me souviens effectivement, c'était le phénomène de rating shopping. Oui. C'est-à-dire que, alors évidemment, on titrisait à tout va, etc. Et en fait, on allait voir les agences, S&P, Moody's ou Fitch. Je vais voir S&P. Est-ce que vous me notez ça? Combien? Ah, vous me le mettez pas AAA? Bon, c'est pas grave, je vais aller voir chez Moody's. Je paierai Moody's pour me faire ma notation. Donc, ce qui a effectivement entretenu un certain doute. Entretenu un certain doute autour de ces CDO et autres. Et c'est ça qui pose problème. Eh ben, bien sûr. Comment est-ce qu'ils ont gérer ce sujet des conflits d'intérêts depuis la grande crise? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, en fait, c'est l'Union européenne qui a cherché justement à encadrer cela. Et donc, qu'est-ce qu'elle a édicté? Notamment, première des choses, c'est que les agences doivent être enregistrées dans les pays où elles
exercent, on va dire, d'une certaine manière. Et deuxième chose, il faut que leur méthode soit plus transparente, dans la mesure du possible, parce que c'est toujours difficile après de donner sa méthode. Et donc, l'idée est qu'on les surveille, et ça peut aller jusqu'à, on va dire, perdre leur accréditation. Et puis, bien sûr, à des sanctions. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, eh bien, c'était Moody's qui avait payé à peu près un peu moins de 4 millions d'euros, parce que son actionnaire principal, c'était Berkshire Hathaway, Warren Buffett, qui avait, je dirais, avait des parts dans le capital de sociétés qui avaient été notées. Donc, ah ouais, je comprends. Et donc c'est pour ça. Quoi. Ça coûte combien une notation? Pour finir, il nous reste 30 secondes, Michel. Difficile d'évaluer. Non, parce que tout le monde tarifaire pour être noté par Moody's. L'idée, c'est que c'est toujours quand on parle d'argent, on n'en parle pas. Mais certaines estimations font que il y en a qui ça peut aller de quelques dizaines de milliers pour une PME à des millions d'euros pour une banque importante. Je prends un exemple, la ville de Paris avait budgété 1 million d'euros pour, je dirais, sur 4 ans, pour évaluer son risque de crédit. D'accord. Noté par les agences de notation. Oui, bien sûr. On note effectivement des collectivités locales comme d'autres émetteurs, n'importe lesquels. Merci beaucoup Michel. Merci pour cet exercice de pédagogie autour des agences de notation en ce 26 avril. Très bon week-end Michel. Merci. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.